17e épisode de BioM, l'émission du SD-Bio créée pour les biologistes médicaux libéraux et pour tous ceux qui s'intéressent à la biologie médicale. Bonjour à tous. Nous aurons deux séquences aujourd'hui. Le focus, qui est consacré à un sujet central pour l'avenir de la profession, à savoir la relation biologiste-prescripteur. Pour en parler, nous recevons le docteur Thierry Jacob et le docteur Félix Eliotou, tous deux biologistes médicaux à l'Abiocentrex à Aix-en-Provence. Et puis, à situation exceptionnelle, grand entretien d'un format particulier. Comme le mois dernier, nous allons faire le point avec François Blanchecotte sur la situation des négociations avec l'assurance maladie, mais aussi voir les enjeux à moyen et long terme pour la profession. Tout de suite, le focus. Non, le biologiste médical n'est pas un simple distributeur de résultats d'analyse. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle aujourd'hui d'examen biologique. La crise du Covid a remis en lumière la place du biologiste médical dans le diagnostic et son rôle vis-à-vis du prescripteur. Ce focus, organisé avec Orthoclinical Diagnostic, est l'occasion de faire un point sur ce sujet essentiel pour l'avenir de la profession, à savoir celui de la relation biologiste-prescripteur. Docteur Jacob, docteur Eliotou, après ces 2 ans de folie autour du Covid, arrêtons-nous 2 minutes pour faire le point. Qu'est-ce que les biologistes médicaux peuvent se dire sur leur rôle aujourd'hui dans la prise en charge diagnostique des patients en ville ? Eh bien, la relation médecin, pharmacien, biologiste, prescripteur, à l'évidence, elle a toujours existé, elle n'est pas nouvelle. Mais ce qu'on peut dire à la faveur de la crise du Covid, c'est qu'elle a permis de renforcer ce dialogue entre les cliniciens et les biologistes. D'une façon générale, nos confrères prescripteurs, médecins, ils souhaitent pouvoir lire des résultats qui soient clairs, qui soient transparents et qui soient commentés quand il le faut par nous biologistes. L'interprétation de la résultat du Covid en est l'exemple le plus récent. Ainsi, il nous a fallu engager un dialogue souvent avec nos confrères, en particulier au début de l'épidémie, pour arbitrer quand on avait des seuils qui étaient proches de la négativité, autour de 35-40 CT, et qui posaient un problème pour des patients qui soit n'avaient pas de signes cliniques, soit qui étaient manifestement déjà en rémission post-Covid. Merci pour ce point sur le versant moléculaire du Covid, mais qu'en est-il pour le versant sérologique ? Nous avons maintenant des trousses anti-nucléocapsides et anti-S qui nous permettent de distinguer une immunité naturelle d'une immunité vaccinale vis-à-vis du virus. Et ça nous a permis d'accompagner pas mal les cliniciens dans la prise en charge de leurs patients, en particulier dans la stratégie vaccinale. On peut également proposer le dosage des IgG en dosage pondéral qui nous permet de quantifier les anticorps neutralisants, et certains cliniciens sont très attachés à cette évaluation quantitative de l'immunité. Par ailleurs, après, ce qu'on a constaté également, c'est que le dialogue avec les patients s'est nettement renforcé puisqu'ils n'ont pas hésité à nous solliciter dans l'interprétation des tests, sur la conduite à tenir, et tout le long de l'épidémie, nous avons relayé les préconisations d'isolement et des gestes barrières. Si vous en êtes d'accord, au-delà du Covid, pouvez-vous nous illustrer vos propos avec d'autres pathologies ? D'une manière générale, nous avons toujours eu un rôle d'aide à la décision et d'interprétation du résultat. Un des exemples connus de tous, c'est les dédimères, puisqu'il n'a de valeur, ce résultat n'a de valeur que s'il est interprété selon l'âge, le contexte clinique du patient, et puis évidemment, il doit être confronté avec les autres examens paracliniques. On pourrait citer aussi comme autre exemple le choix entre le BNP et le NT-proBNP, quand on cherche à évaluer la fonction cardiaque chez un dialysé, qui illustre bien notre rôle dans l'aide à la prescription. Et qu'en est-il des relations avec le médecin traitant ? Dans quel cas vous vous adressez à lui ? Nous sommes un relais entre le médecin traitant et les recommandations des sociétés savantes. On pourrait citer en exemple les bilans lipidiques ou les bilans cardiaques. Puis nous ne faisons fort d'informer les médecins traitants des avancées technologiques et des nouvelles trousses de tests disponibles. On a par exemple en tête un exemple historique, c'est le passage de la TSH à la TSH ultrasensible. On pourrait parler aussi du bilan nutritionnel chez la personne âgée, dont l'interprétation des index ne peut se faire qu'en connaissant la méthode utilisée pour le dosage de l'albumine sérique. Ou alors parler de l'évolution des trousses HIV avec depuis qu'elles intègrent l'antigène P24 qui a permis de réduire à moins de 3 semaines la détection d'une séroconversion. Docteur Jacob, avez-vous des exemples concrets de prise en charge à nous citer ? Pour reprendre l'exemple de la sérologie HIV que vient d'aborder Félix, eh bien, sans se substituer au clinicien, nous l'aidons
à prendre en charge un patient pour lequel on peut découvrir, alors rarement, une sérologie HIV positive pour une première fois. Pour ce qui est des patients du bassin aixois, eh bien, on suggère aux cliniciens de confier son patient à une équipe spécialisée du centre hospitalier, qui est celle du docteur Allègre, et qui va, le cas échéant, démarrer une trithérapie si nécessaire. Un autre exemple qui me vient à l'esprit et que je puise dans mon expérience récente, c'est un patient de 87 ans qui, quand je l'appelle au téléphone, a des précordialgies qui durent depuis 3 jours parce qu'il a tardé à faire son analyse qui a été prescrite 72 heures avant. La troponine est à 20 fois la normale. Comme je vous l'ai dit, c'est confirmé par la clinique. Le clinicien, il est difficile à joindre parce qu'il est en consultation ou en visite. Mais là, je prends l'initiative d'alerter le patient et de lui suggérer d'appeler en urgence les secours. Avant d'aborder la conclusion, je voulais savoir si, là, ces derniers mois, vous aviez l'impression que vos interlocuteurs prescripteurs avaient changé un petit peu de regard sur vous et sur votre rôle, ou c'était déjà un peu établi, sauf que c'était un peu plus caché. Non, je crois que nos relations avec les cliniciens, elles sont établies depuis fort longtemps et il nous arrive assez fréquemment de recevoir un coup de fil d'un clinicien qui va nous demander un conseil sur telle ou telle prescription, que faut-il que je fasse, qu'est-ce que je peux demander en complément, je suis confronté à tel tableau clinique, j'en ai pas trop l'habitude, qu'est-ce que tu me suggères de faire? Non, je dirais que, comme on l'a dit en préambule, le Covid a renforcé ce lien parce que là, il nous a fallu en début d'épidémie expliquer ce que c'était que le résultat moléculaire, je dirais le flou qu'il y a pour des CT qui sont proches parfois de la négativité. Et on sait que ces seuils, ils sont décidés sur des études qui portent sur des centaines de patients, mais après, il y a que des cas particuliers pour ce qui est du patient, du contexte clinique. Non, ce lien a été certes renforcé, mais il existe depuis longtemps. Et on a d'authentiques liens avec nos confrères. On a toujours été sollicité pour des interprétations d'antibiogrammes, par exemple, bien avant le Covid, ou pour des conseils, pour certaines prises en charge, par exemple en bactériologie. Ouais. Du coup, en conclusion, que retenez-vous du rôle du biologiste médical aujourd'hui? Ce rôle, on peut le résumer en une formule lapidaire, mais qui est assez le reflet quand même de la réalité. Le biologiste, il est le trait d'union entre le clinicien et son patient. Merci beaucoup à tous les deux. Nous n'avons certes pas fait le tour de ce vaste sujet qui va prendre encore plus de consistance avec quand on met en miroir avec les évolutions des usages de TROD, de la biologie délocalisée, de la téléconsultation, de la téléexpertise, etc. Nous y reviendrons certainement dans les prochains mois. En tout cas, merci beaucoup à docteur Jacob et docteur Eliotou. Merci. Au revoir. Merci. François Blanchecotte, bonjour. Ma question est simple. Où en est-on du conflit avec l'assurance maladie? Un appel à rejoindre à partir du 1er décembre. La grève des professionnels de santé a été lancée. Dites-nous en plus sur les raisons et sur les coulisses, j'allais dire, des négociations avec l'assurance maladie et M. Fatov. Eh bien, écoutez, oui, bonjour. Simplement, le fait qu'on fasse grève une seconde fois montre que la solution proposée par l'assurance maladie n'était pas satisfaisante, en tout cas recevable par l'ensemble de la profession. De manière unitaire, nous avons décidé de retourner vers un mouvement de grève, donc jeudi, vendredi et samedi, dans lesquels les laboratoires refermeront. Nous avons suspendu en fait nos réunions avec l'assurance maladie dans l'attente en fait d'un projet assez clair, financier, et donc les enjeux sont doubles. Premièrement, le fait que nous n'acceptions pas évidemment de rebaser, parce que c'est le terme qu'il faut employer, rebaser le chiffre d'affaires de la biologie courante en appliquant une baisse de 2 centimes d'euros sur toutes les années à venir. Et donc ça, le point est très clair aujourd'hui, c'est une baisse une fois effectivement, mais qui se reproduit tous les ans puisque les tarifs ne remonteront jamais. Donc ça, il faut bien l'avoir dans la tête. C'est vraiment quelque chose qui est important. Donc la profession a fait un grand pas
puisque de façon pareille, là, unitaire, la profession accepterait, je dis bien accepterait, une baisse de 1 centime pérenne, ce qui génère en fait au minimum 145 millions d'euros tous les ans de baisse de tarifs, en tout cas de tarifs qui seraient rebasés. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement lourd et important à mettre en œuvre. Maintenant, on a des pistes de propositions sur lesquelles on souhaitait évidemment pouvoir rentrer dans le cadre de rendre 250 millions d'euros en 2023. Ce cadre a été fixé et va être fixé, on le sait, avec le 49.3 qui a été pris encore vendredi soir pour une 6e fois. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, on a fait des propositions. On attend maintenant le retour de la CNAM, puisque le dossier est entre les mains de l'assurance maladie. C'est vraiment cet enjeu-là. Le directeur général, les services de la CNAM doivent nous faire une proposition qui pourrait être envisageable, en tout cas acceptable par l'ensemble de la profession. Qu'est-ce qui est fixé par le PLFSS avec le 49.3 et qui ne peut pas plus trop bouger? Et où est votre marge de manœuvre avec l'assurance maladie derrière? Il faut être très clair, la marge de manœuvre n'est plus du tout avec les politiques. Un texte de loi va être voté. Il va poser les fondements de l'application sans négociation d'une baisse définitive du B à partir du 1er février 2023. Donc c'est clair, aujourd'hui, on n'a rien à attendre en tout cas ni du ministère de la Santé et de la Prévention, ni de Bercy, ni du ministère des Finances. Il y a un texte qui va être voté dans la loi, qui appartiendra à la loi. Il s'appliquera de toute façon le 1er février 2023. Il laisse simplement la possibilité aux biologistes de négocier avec l'assurance maladie une solution qui pourrait être envisagée avant ce 1er février. Ce qui aujourd'hui est en jeu, c'est que le mouvement des libéraux, dans leur ensemble, traduit le malaise que nous avons tous, que ce soit les médecins, les radiologues, les kinésithérapeutes, les autres professions de praticiens de santé, et c'est vraiment ça qui, effectivement, est en jeu. Aujourd'hui, il semblerait qu'effectivement, on veuille attaquer le système privé, le système libéral, et qu'on veuille réduire en tout cas son champ d'application. Donc, ça ne touche pas forcément que la biologie. La biologie a été impactée parce que l'effet de crise a amplifié évidemment les volumes d'activité et qu'aujourd'hui, on est devenu une cible. Mais globalement, la solution passe uniquement par la négociation. Ce que je crains le plus, et ce dont nous avons averti le ministère de la Santé et de la Prévention, c'est que le fait de coaguler le mécontentement de toutes les professions de santé fait qu'on pourrait arriver à une situation de blocage en fin d'année, et en particulier la dernière semaine de décembre, où tout le monde semble s'accorder sur le fait que tout pourrait fermer en France. Ce qui, de toute façon, embolisera, mais de façon phénoménale, le système public et donc aboutira à des conséquences extrêmement graves pour notre pays. Donc, c'est cela où nous ne voulons pas en arriver. Et donc, l'effort que font les syndicats, et en particulier avec 2 autres collègues, nous avons effectivement poussé pour qu'on arrive à des solutions négociées, acceptables, effectivement, par la profession et proposées par l'assurance maladie. D'où l'attente de la réponse de la CNAM, dans lequel il y aurait des propositions chiffrées et sur lesquelles nous pourrions travailler pour voir si on peut avoir une sortie de la crise, en tout cas une sortie de ce mouvement qui, au regard de tout, s'amplifie avec d'autres professions et montre que le mécontentement est vraiment profond. Beaucoup de choses ont été écrites sur le système public en disant son malaise, etc. Mais je pense que le système libéral a aussi un profond malaise. Les élus locaux le ressentent aussi sur le terrain. La fermeture, que ce soit des laboratoires, mais aussi des pharmacies ou d'autres secteurs d'activité, le montre bien. Il y a vraiment un problème de réorganisation de fond. Et je pense que tous les sparadraps qu'on essaye de mettre aujourd'hui ne sont pas suffisants pour avoir une véritable réflexion. Et je pense que la question fondamentale, c'est quelle place pour le secteur privé, que vont-on lui faire faire? Est-ce que les missions que nous avons à réaliser sur le terrain, les uns et les autres, doivent être vraiment encadrées par la loi et permettre de faire une évolution de tous les métiers? Les réactions à la première grève, que ce soit du ministre de la Santé ou d'autres, ont été assez violentes dans le vocabulaire employé. Est-ce que c'est un jeu de théâtre? Est-ce que c'est un jeu pour le public? Ou est-ce qu'il y a une vraie rupture aujourd'hui de considération entre le ministère de la Santé et les tutelles en général et les biologistes libéraux?
Écoutez, nous on n'a pas réagi de façon violente à ces déclarations. On est profondément blessé des mots qui ont été employés, aussi bien par Gabriel Attal que François Braun. Je pense que, est-ce que c'est une question de considération? Je n'en sais rien. Je ne suis pas à leur place, mais en tout cas, c'est des politiques. Ils ont accès aux médias. Ces médias ont relayé de façon importante les propos des ministres respectifs. Nous, on n'a pas été violents entre les ministres, on a toujours été, en tout cas, essayer d'expliquer pourquoi cette situation est arrivée, comment elle est arrivée, et que nous avons, même sur les mêmes chiffres, des analyses différentes. Parce que nous le vivons, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable de salariés, en tant que développement. On a besoin d'inégalité économique. On voit bien que le système français, dans certaines branches, en tout cas, s'effondre, qu'on a du mal à trouver des salariés. Moi, je pose la question, à force de taper sur les gens, finalement, est-ce que demain, on aura des gens qui ne quitteront pas de façon massive notre secteur et après, on fera quoi? Parce que ce n'est pas le tout de dire des paroles, mais sur le terrain, on fait quoi? Nous, on est responsable d'entreprise, on est pragmatique, on est les mains dans le cambouis, et donc je pense que c'est là la véritable enjeu. On a une responsabilité, en tout cas, vis-à-vis des salariés. Et ce que n'oublie souvent l'assurance maladie et les ministres en particulier, c'est qu'il y a une demande très forte des salariés d'augmenter les salaires. On l'a fait de 4,2%, mais aujourd'hui, il va encore peut-être nécessaire de le faire pour répondre à la demande de nos salariés. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Je pense que quand on résume la situation économique dans l'entreprise, on nous a demandé d'aller sur le terrain, de développer, d'employer, d'acheter. Ensuite, on ne nous aide pas du tout pour les salaires, puisqu'on n'a vu aucune aide, contrairement au public. On ne nous aide pas pour le système de déplacement. Je rappelle quand même qu'on déplace nos véhicules sur l'ensemble du territoire et qu'on ramasse pas moins de 200 000 prélèvements par jour. Tout ça a un coût économique extrêmement important et avec une demande des employés chez nous, de nos collaborateurs, d'augmenter aussi leur salaire. Donc tout ça dans un même package et en même temps, on vous dit, bah, écoutez, on va vous cisailler, vous baisser vos tarifs de façon importante et de façon définitive. Donc là, on a une vraie responsabilité. C'est pas simplement l'existence ou l'enjeu de survivre ou que ce soit, etc. C'est aussi le maintien d'un service public. Et je pense que là, ce qui est très important aujourd'hui, c'est, je reviens à la définition de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on veut nous faire faire? Parce que si c'est juste nous ramener à une productivité d'actes, dans ce cas-là, pourquoi pas avoir un plateau technique par département, puis on s'arrête là. J'ai évoqué avec quelques collègues ce week-end le départ de la loi Balrot, entre guillemets, ce qu'on a dit loi Balrot, en fait, cet expert qui avait été nommé, mais c'était un peu dans l'idée, hein, déjà en 2009, de dire, bah voilà, pourquoi pas des grands plateaux techniques régionaux, ça suffira bien. Et on voit bien que si on avait appliqué cette mesure-là aujourd'hui, je pense que tous les jours, nous n'aurions pas pu rendre 2 millions de tests par semaine de tests PCR. Justement, vous avez commencé à adresser un petit peu les conséquences et les perspectives. Au-delà du conflit ponctuel autour du PLFSS et de la négociation avec l'assurance maladie, pour vous, quels sont les principaux enjeux, les enjeux clés pour les biologistes médicaux, parlons des biologistes médicaux, dans les prochaines années? Les enjeux sont très clairs. Premièrement, c'est un faisceau de causes et de conjonctions qui permettra d'avoir une attractivité vers notre métier. On voit bien que l'attractivité est un problème majeur, qu'on a pourtant des richesses absolument importantes dans notre métier de différentes facettes sur lesquelles on peut travailler sur les plateaux techniques, faire de la recherche, faire des éléments de qualité, en tout cas dans l'accréditation ou autre chose. Donc on voit bien qu'on a plein d'éléments qui nous permettent vraiment d'avoir d'excellents biologistes et je pense que la biologie doit rester effectivement un enjeu majeur demain pour la santé française. Il faut avoir des biologistes à la tête, il faut qu'ils puissent appréhender les problèmes médicaux, les diagnostics et puis aller vers de la médecine même prédictive, en tout cas ce qu'on dit, ou en tout cas anticipative des différents maux ou des différentes maladies qu'on peut avoir dans l'avenir, faire des diagnostics beaucoup plus tôt, permettre une prise en
en charge d'une meilleure santé des Français sur le long terme. Donc ça, c'est inhérent et c'est attaché essentiellement à faire bouger le Code de santé publique. Si on n'y arrive pas, on ne redéfinira pas la profession, on ne redéfinira pas ses missions, on ne redéfinira pas les éléments qu'on a besoin pour travailler avec les autres professionnels de santé. Donc ça, c'est des enjeux majeurs. Maintenant, les conséquences, on les a déjà exprimées, hein, je l'ai dit. Hein. Moi, il n'y a pas de raison, on est des prescriptions prescrites. On a besoin d'avoir des médecins autour de nous quand il y a des déserts médicaux, on a moins de prescriptions et donc les sites actuellement sont maintenus à bout de bras et je pense qu'on peut avoir effectivement des déserts biologiques, comme on a des déserts médicaux, dans lesquels de toute façon, il faudra bien ramasser à un moment donné pour avoir un service les tubes. Et on voit qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, des fois de déplacement, c'est quasiment 50% du chiffre d'affaires réalisé par les analyses qu'on réalise pour des maisons de santé, des établissements de soins, des EHPAD. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui très clair, c'est-à-dire que on vous dit, voilà, venez dans tel EHPAD faire des prélèvements, oui, ok, on regarde le transport, et si on s'aperçoit que c'est 50%, on n'ira pas. Qui le fera demain? Ça, de toute façon, ça aura un coût, et aujourd'hui, on sait bien que les coûts de transport, les coûts de toutes tout ce qu'on met pour le mettre en œuvre, en plus dans des conditions préanalytiques de conservation, et parce que les véhicules sont équipés avec des conservateurs, des frigos, qui permettent évidemment de conserver les prélèvements en bon état. Tout ça, ça va jouer dans le fait que l'on aura certainement demain des fermetures potentielles et en tout cas aussi qui sera adjoint aussi à séparer évidemment de collaborateurs. C'est ça qui est aussi un élément essentiel. Il ne faut pas croire, mais les biologistes dirigent des laboratoires, ils travaillent vraiment avec nos techniciens, nos infirmières et tous les corps de métier que nous avons. Et ça, c'est fondamental parce que quand une équipe est formée, elle travaille bien et évidemment, il faut regarder avec attention comment on peut réorganiser ces équipes parce que de toute façon, on aura à le faire si on continue dans l'obsession de baisser de 250 millions d'euros sur la biologie courante. Aujourd'hui, est-ce que vos interlocuteurs, assurance maladie ou au ministère, comprennent à quoi sert un biologiste médical? Parfois, on se pose la question, on a l'impression qu'ils ne réagissent par rapport à la structure laboratoire sans forcément voir l'utilité et le rôle du biologiste médical dans la chaîne de soins. Pour reprendre une idée, ces dernières années, en fait, le fait de travailler en interpro a montré que les uns et les autres ne connaissaient pas vraiment ce qu'on faisait. Et pourtant, on est dans le milieu de la santé. Et c'est vrai que de discuter entre nous, d'essayer d'obtenir des accords interpro, de développer des pratiques, des protocoles ensemble, d'harmonisation ou d'autres, ça nous a permis de savoir qui fait quoi. La sage-femme, l'orthodontiste, l'orthopédiste, l'infirmier, le pharmacien, etc. Et donc ça a été un dialogue extrêmement fructueux entre les professions et les dirigeants que nous sommes. Demain, c'est vrai que quand je rencontre souvent des hauts fonctionnaires, je leur demande à quoi sert un biologiste et ils ont du mal à exprimer, en fait. On a l'impression dans l'imaginaire et en tout cas dans ce qu'il reste, que c'est simplement des tubes qu'on prélève, qu'on met sur une machine et qui vont donner des résultats. Et donc, en fait, si c'était uniquement cela, effectivement, on a besoin d'une biologie industrielle, point barre, et puis c'est tout. Hein. Mais en fait, en France, le rôle des biologistes est beaucoup plus profond. Nous conseillons chaque jour des patients, nous conseillons des confrères, des médecins qui nous appellent. Nous avons des réponses spécifiques pour dire quel tel antibiotique, etc. On a vraiment des éléments extrêmement pertinents et il faut vous dire qu'on a des biologistes qui ont une culture, en tout cas du diagnostic et des éléments pronostiques qu'on peut avoir des maladies extrêmement importantes. Et tout ça, c'est des ressources inimaginables qu'on n'utilise pas assez et sur lesquelles, effectivement, je disais tout à l'heure, faudrait revenir sur des missions très affirmées dans le Code de santé publique. C'est le sens de la demande que vous avez faite de revoir complètement la convention, de remettre à plat la convention pour reparler des missions du biologiste? Remettre à la convention, c'est finalement établir un lien entre l'assurance maladie et la profession de façon à ce qu'on règle les problèmes aussi de financement. Il faut voir cet aspect-là. Alors que la convention puisse évoluer, se serve de textes réglementaires qui permettent aujourd'hui d'aborder un certain nombre de nouvelles missions et effectivement, ces missions peuvent être attachées à des actes réalisés dans le domaine de la biologie. Et ce qui est important, c'est que cette convention doit
doit évoluer parce qu'elle doit tenir compte de deux grands éléments aujourd'hui majeurs. C'est l'évolution évidemment du numérique en santé et c'est l'évolution de l'environnement. Toutes ces notions environnementales sont très importantes. Donc, il faut arriver à moderniser notre métier, à faire qu'aujourd'hui, on est vraiment adapté. Notre convention date de 1994. Donc, aujourd'hui, elle a besoin, en tout cas, d'être reposée à plat, réfléchie. Il faut du temps pour le faire. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire de façon importante en quelques semaines. Ça, je le conçois. Mais d'autres professions, on est en train de regarder l'ensemble des conventions qu'ont les autres professions, bien sûr. Et aussi, on imagine demain peut-être des réunions tripartites entre l'assurance maladie, les biologistes, puis une autre profession, parce que dans ce domaine-là, on a besoin soit du pharmacien, soit de l'infirmier et tout. Donc, on imagine aussi des possibilités d'avoir des relations interconventionnelles, mais entre deux ou trois professions. Donc, on a aussi des solutions, certainement. Mais je crois que, comme l'assurance maladie l'a souvent dit, en tout cas dans les prédécesseurs, c'est que les professions médicales, les praticiens de santé sont très, très, très attachés au système conventionnel. Je pense que c'est le seul moyen de réguler efficacement la santé aujourd'hui et non pas de laisser une porte ouverte à finalement des adhésions individuelles, des cotisations individuelles et puis une protection qui créerait effectivement un fossé très important dans la solidarité, en tout cas au niveau du financement. Si j'entends bien, une fois, parce qu'il faudra bien le régler, ce conflit, qu'il soit gagné ou en tout cas équilibré autour des demandes là, du PLFSS, une fois ça réglé, vous avez deux chantiers, celui de faire bouger les textes réglementaires pour faire évoluer le rôle du biologiste médical et ensuite de mettre tout ça en œuvre à travers une convention révisée, on va dire. C'est ça les étapes de demain ? Oui, tout à fait. Premièrement, c'est de ne pas laisser blanche cette année 2023 parce que tout le monde parle de rendre 250 millions, mais l'accord que nous avons avec l'assurance maladie se finit le 31 décembre 2022. Ça veut dire que déjà, on a un blanc d'une année dans lequel ça flotterait. Je pense que pour nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver les conditions dans lesquelles nous pourrions signer un accord avec l'assurance maladie, qu'ensuite cet accord s'étende sur 23, 24, 25, 26, puisque a priori, on parle d'étendre cela jusqu'en 2026. Est-ce que ça coïncide avec des élections nationales, ça je ne sais pas, mais en tout cas, globalement, la convention se finissant en 2024, ça laisse une année de réflexion et de construction pour aboutir effectivement à une convention qui pourrait être signée au cours de l'année 2024 et qui enclencherait évidemment 24, 25, 26. Et donc ça permettrait aussi de répondre à la Cour des comptes puisqu'on nous accuse souvent d'avoir des conventions avec des multiples avenants. Et donc là, ça permettrait effectivement d'avoir une convention solide qui pourrait être signée au moins pour 5 ans et qui permettrait d'asseoir les relations entre l'assurance maladie et la profession de biologiste médical. Au-delà, écoutez, moi je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui se passera, mais globalement, si on arrivait déjà à obtenir un accord qui stabiliserait la profession jusqu'en 2026 du point de vue de son financement, de sa visibilité, qu'ensuite on aurait un rôle et des missions des biologistes bien actés dans le CSP et qui permettent d'être négociés au niveau conventionnel, je pense qu'on aurait déjà replacé la biologie dans le bon axe et puis en tout cas de remontrer que notre profession est indispensable aujourd'hui dans la coordination des soins avec les autres professionnels de santé. Merci François, merci au docteur Eliotou et Jacob, merci à Ortho Clinical Diagnostic pour son soutien. Enfin, comme d'habitude et à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir l'émission et les précédentes sur la chaîne YouTube du SDBio dès maintenant. Abonnez-vous, cela soutient la chaîne et actionnez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouvel épisode.